Bonsoir à chacun. Merci d'être là ce soir. C'est un grand honneur de vous accueillir. Trouvez votre place. Peut-être tu vas traduire au fur et à mesure. Alors, la conférence était initialement prévue de commencer à 20h. Et les premiers spectateurs sont rentrés dans la salle à 8h08. C'est pas tout à fait un hasard, c'est le fait d'une belle synchronicité, puisque le 8, vous savez, c'est le lemniscat. C'est l'ancien qui vient nourrir le nouveau. Mais là, je dis ça de façon très naturelle, mais ce n'était pas du tout prévu. Ce qui était prévu, c'est que là aussi, la vie est pleine de surprises, mais tout à l'heure, quand je voyais que grand-mère Ayengat, qui fait l'immense honneur d'être là ce soir, puisqu'elle vient de Mongolie et elle est encore en décalage horaire, hein, puisqu'elle est arrivée il y a 3 jours. Et donc tout à l'heure, Meg, qui fait le grand plaisir de traduire grand-mère, m'a appelé tout à l'heure en disant « On va peut-être dîner avant la conférence. » Parce que peut-être les Mongols et les Français n'ont pas le même rapport au temps. Et il y a 3 semaines de ça, c'est moi qui étais en Mongolie avec un groupe de Français. Certains sont là ce soir, bonsoir. Et là aussi, on a pu faire l'expérience d'un autre rapport au temps, puisque en Mongolie, on faisait parfois 3 heures de voiture pour aller dans un autre endroit, et spontanément, on voyait 3 yourtes, et donc on s'arrêtait pour rencontrer les gens qui y vivaient, qui spontanément arrêtaient leurs activités pour nous accueillir, pour nous inviter à déjeuner, pour nous inviter à dormir, et on aurait pu rester 3 jours à cet endroit-là. Tout le monde était spontanément prêt à nous accueillir. Parce qu'il y a non seulement un rapport au temps très différent, mais il y a un rapport à l'autre qui est très différent. Il y a un rapport à la vie très différent, un rapport à la nature, un rapport aux animaux, qui fait que peut-être tout ce qui est vivant est sacré. Et donc ça donne à chaque relation humaine quelque chose de précieux, quelque chose de sacré, qui vraiment nous a beaucoup inspiré dans ce voyage en Mongolie. Alors je viens, et c'est l'occasion de cette soirée, de sortir mon 11e livre qui s'appelle « Les Nouveaux Sages », comment nous réenchantons le monde. Et ce qui m'a animé à écrire ce livre, c'est de faire le lien entre les sagesses des peuples premiers et notre monde moderne. J'ai passé dans ma vie une 12aine d'années auprès des maîtres tibétains, auprès des chamans amérindiens, des hommes médecines, auprès de chamans mongols, à recevoir leurs enseignements très proches de la terre, très proches de la nature. Et dans le même temps, cet après-midi, j'étais dans une tour de la Défense pour accompagner des managers, des dirigeants à mieux faire vivre leurs entreprises, à mieux communiquer, à mieux... Et des fois, ça demande de faire le grand écart, on pourrait croire, tellement ce sont des façons de vivre différentes. Et en même temps, ce n'est qu'un seul monde, parce que nous sommes tous comme des frères et sœurs sur la terre, en tout cas c'est le propos de ce livre. Et j'ai souhaité faire le lien sur la façon dont nous pouvons recevoir les enseignements traditionnels de ceux qu'on appelle les sages. Les sages, ce sont des chamans, ce sont des lamas, ce sont des maîtres, ce sont des hommes médecines qui consacrent leur vie à rétablir le lien avec le sacré, à rétablir le lien avec celle qu'on appelle la terre-maman puisqu'elle est vivante, c'est notre terre à tous. Et donc les chamans ont un rapport totalement sacré avec les rivières, avec les forêts, avec les lacs, avec tout ce qui est vivant. Parce que pour les chamans, nous ne sommes pas séparés de l'univers, nous faisons partie de l'univers. Alors ça me tenait à cœur quand j'ai écrit ce livre, à la fois de m'inspirer de ces sagesses des peuples premiers et de la façon dont on pouvait les intégrer dans les entreprises. C'est pourquoi j'ai
J'ai donné la parole dans ce livre à une trentaine de chefs d'entreprise, de managers, de dirigeants qui intègrent, qui accueillent les enseignements des peuples premiers dans leurs entreprises. Et donc, dans un premier temps, ce soir, dans un second temps, tout à l'heure, je donnerai la parole à Olivier de Paimbroc, qui est le président du Centre des jeunes dirigeants, qui est un mouvement patronal, il nous en parlera, qui regroupe 5000 entreprises en France environ. Et pour commencer cette soirée, je voulais vraiment donner la parole, dire que je suis très, très ému, vraiment, parce que je sais qui elle est, je suis conscient de sa richesse, de sa beauté, de sa grandeur, de son cœur. On a passé 15 jours ensemble en Mongolie, elle nous a accompagnés avec une humilité vraiment à toute épreuve. Et l'humilité est une qualité qui me touche beaucoup quand je la vois rayonner dans le cœur d'êtres aussi puissants qui consacrent leur vie à accompagner cette grande évolution, cette grande transformation du monde que nous vivons. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on vit une sacrée transformation en ce moment quand même. Vous en êtes conscient ? Oui, on vit une sacrée transformation. Alors ce soir, j'ai la grande joie, j'ai l'immense plaisir et le grand honneur d'accueillir grand-mère. Si je l'appelle grand-mère, ce n'est pas un hommage à son âge, je crois que nous sommes de la même génération, mais grand-mère est un titre honorifique qui est donné aux sages mongols. Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir grand-mère Ayengat. Grand-mère Ayengat est arrivée il y a 3 jours à Paris et la première question que j'ai envie de lui poser, Mongolie, je crois que c'est un habitant, dis-moi si c'est exact, Meg, un habitant aux 2 km², je crois, la densité. Hein, c'est quelque chose comme ça. En France, on en est un petit peu loin. Le quotidien de grand-mère Ayengat en Mongolie, c'est les troupeaux de chevaux sauvages, c'est la vie dans les yourtes, c'est un pays où la propriété privée n'existe pas. C'est un pays où les hommes et les animaux vivent dans un respect mutuel. C'est un pays où tout est sacré. Et la première question que je voulais lui poser, c'est en arrivant à Paris, dans un environnement assez différent, j'étais curieux de savoir quelles avaient été ses premières impressions et quel regard un chaman mongol peut poser sur notre monde moderne. Bonjour et merci beaucoup d'être autant nombreux à venir s'intéresser à notre petit discours. Et j'ai été très content de retrouver aussi certains nombres d'entre vous qui sont venus en Mongolie, qui sont revenus me rencontrer à Paris. Ça fait très drôle de les voir en mode moderne, puisque par exemple Arnaud, il était tout fatigué dans un habit, dans une tenue mongole, et puis avec ses cheveux complètement dressés. Et on était très inquiets parce que on se disait, mais est-ce qu'ils vont pouvoir finir leurs 15 jours dans cet état-là? Alors moi je suis venue à mon tour en France. Déjà physiquement il fait trop chaud. Je suis. On est logé dans un petit hôtel à l'écart de Paris, près de Rambouillet, il y a de la nature. Mais malgré ça, on avait envie d'ouvrir grandement la fenêtre déjà. Donc il fait en gros très chaud en France.
J'aime beaucoup venir à Paris, enfin à Paris. хамгийн анх одоо ямар ч монголчин таних хүн байхгүй Франц таних хүн байхгүй ганцаараа ирж исэн. Ça faisait peur un peu au début, dans un premier temps, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'un lieu inconnu. Тэгээ миний төсөөллөөр одоо монголчуудад Францыг ойлгохдоо тэр загварын ертөнц гэдгээр нь бол ойлгож исэн. Malheureusement, et certainement très injustement, à propos de Paris, les étrangers lointains comme nous n'avons que quelques clichés à travers les pubs internationales et puis les produits internationalement connus. Тэгээд бүгдөө л нарийнхан хүмүүс наашаа чаашаа явдаг маш гоё ганган хүмүүс л гэж төсөөлөлт болсон. Et on avait cette image complètement faussée des habitants de la France, des habitants de Paris, à travers des pubs qu'on voyait, le peu de pubs qu'on voyait à la télé. Мэдээж бас одоо барилга байшингаас бол хамгийн одоо мэддэг бас нь Эйфелийн цамхыг зурагнаас харж ирсэн. Et tout le monde connaît la Tour Eiffel, bien sûr. J'avais vu en photo. Тэгээд ирээд яг өөрөө доор нь зогсож явахдаа тэр агуу том төмөрийг үнэхээр гайхамшигтай том төмөр юм аа гэж гайхаж харж ирсэн. Et puis c'est vrai qu'après, je me suis retrouvée à côté de la Tour Eiffel. Je me disais, pourquoi il est connu cette tour? Et puis c'est dommage aussi que la France est réduite à ça aussi. Et bien sûr, comme tout le monde, je rêvais de visiter le Louvre. Et j'étais très contente aussi de voir les tableaux et puis les œuvres artistiques connues. Тэгээд хөдөө бас Франц дээрээ ихэвчлэн хөдөөгөр явсан надад хүмүүс нь маш энгийн бас найрсаг тэр хийгүүр зам их таалагдсан. Finalement, je découvre tout à fait autre chose de ce que j'imaginais avant, c'est-à-dire des gens qui sont simples, des gens qui sont en attente, enfin qui espèrent aussi la même chose que nous, qui ont des enfants, qui espèrent aussi la meilleure des choses pour les enfants, qui sont hospitaliers aussi, qui ne sont pas tellement différents de nous finalement. Тэгээд монголчуудын дунд бол Француудыг одоо их юутай тийм хайрын орн их ялан улс гэж ярьцгадаг байсан. Quand j'étais petite, je lisais aussi des romans qui écrits, des romans par les auteurs français. Et ils font des embrassades fatigantes et longues. Юутай хүмүүс ийсэн. Өмнө бол би одоо Герман, Польш бас олон орнуудаар явж ирсэн л да. Францд бол илүү тийм ерөнхий бас хүн чанарынхаа хувьд, сонирхлынхаа хувьд бас монголчуудад төстэй мөн гэсэн бодол орж ирдэг. Их юм сонирхдаг хүмүүс ийсэн. Et puis moi j'ai visité aussi d'autres pays européens depuis quelques années et je ne sais pas pourquoi et je ne saurais pas expliquer. Les Français me paraissent beaucoup plus familiers par rapport aux autres nations. Хамгийн одоо надад таалагддаг юм одоо нас хамаа байхгүй байдаг. Бүгдөө одоо ямар нэг юм сорыг мэдий гэж бодох юм бол одоо алс холын монголч байсан, хаа холын африкч байсан, америкч байсан аялж яваад тэгээд тэр хүмүүстэй нь уулзаад өөрсдөө тэр бодит амьдралтай танилцаад ингэж ирж хайж явдаг нь бол надад таалагдсан. Ceux qui sont très appréciables, ce que j'ai beaucoup apprécié, peut-être ce qui m'a le plus frappé, c'est certainement cette qualité des Français où ils sont studieux, ils ont cette volonté d'arriver au bout de la chose. Puis ils aiment bien faire les choses dans la finesse et dans la compréhension. Et ça, c'est une qualité qui est très appréciable.
quand nous sommes allés en Mongolie avec le groupe, les chamans régulièrement donnent des oracles, puisque les chamans sont des intermédiaires entre les esprits et les êtres humains, puisque les esprits sont partout et nous accompagnent, les esprits des lacs, les esprits, etc. Et donc les chamans sont les intermédiaires. Et donc beaucoup des gens dans le groupe allaient poser la question aux chamans, et une question qui revenait souvent, c'est quel est le sens de ma vie ? Et moi-même qui accompagne des groupes depuis 25 ans, j'ai pu prendre conscience à quel point cette question du sens de la vie était une question qui nous taraudait. Qu'est-ce que je fais sur cette terre ? À quoi je sers? Quelle est ma place? C'est le Dalai Lama qui dit « Les êtres humains vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, puis meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. » Et il y a ce sens de la vie qui nous ramène à nous relier à une spiritualité, la spiritualité n'étant pas la religion, la spiritualité étant se relier à quelque chose de plus grand, peu importe le nom qu'on lui donne. Et je serais curieux que grand-mère Ayengat nous parle de la façon dont elle peut percevoir, elle, et quel sens elle donne à sa vie, à son incarnation, et quel est son rôle sur cette terre. Est-ce que c'est une question qu'elle se pose, et comment elle vit ce rôle au quotidien? За би бол залуу байхдаа миний бага нас бол одоо коммунист социалист дэглэмийн үед өнгөрсөн. J'ai passé mon enfance sous le régime soviétique communiste. Тэнд бол одоо мэдээлэл хаалттай бас дээрс нь маш их хэмжээний бас буруу мэдээлэл өгдөг байсан. Dans l'idéologie communiste, bien évidemment, tout est faux, excepté le marxisme et le léninisme. Тэгээд одоо капиталист орн гэдэг үл ерөөсө хөрөнгөнүүд амьдардаг тэнд маш хэцүү гэж бид нарыг одоо ухуулж өсгсөн. Les pays capitalistes, à savoir les pays bourgeois qu'on appelait aussi dans le bloc communiste, des pays industrialisés de l'Europe de l'Ouest par exemple, sont des pays capitalistes, des ennemis. Et ils ne peuvent pas autre que courir après l'argent. Үзэл бодлын хувьд бол маш их тийм хязгаарлагдмал одоо сүнс гэж байхгүй. За тэгээд бөө лам ер нь тийм юуны бэлэг талын юм бол бүгд таалттай тийшээ явахыг. Bien évidemment, sous le régime communiste, toute forme de spiritualité était interdite, y compris la religion. Тийм цаг үед би өсөж төрсэн болохоор ер нь өөрийнхөө нүдээр харсан юм, чихэр сонссон юмд л итгэнүүхээс. Et donc, avant de connaître le chamanisme, avant de connaître toute forme de spiritualité, j'étais éduquée de la façon où je croyais et je voyais, je croyais, je percevais ce que je touchais et que je croyais que ce que je voyais. Багтаа ямар нэгэн юм одоо сүнсч юм уу ямар нэгэн юм харж мэдлээ гэдэгт энэ бол худлаа юм байх ёсгүй. Quand on me parlait des âmes ou des esprits ou de forme de spiritualité et tout, moi je niais, je disais qu'en fait que c'était une forme d'hallucination, que ça pourrait s'expliquer tout simplement par la science. Mais en fait, moi je suis déjà la première génération des habitants de la ville, c'est-à-dire l'urbanisation, et c'est un phénomène nouveau en Mongolie. Donc je suis sans doute la première génération qui a été éduquée de la même façon. Alors que mes parents non, et ceux d'avant non plus.
Donc il y a eu une coupure entre les générations dans cette période-là, à cause des régimes politiques divers et variés. Чи одоо сайн хүн өөрөө одоо сайн сурах ёстой. За тэгээд сайн мэрэгчлэлтэй болох ёстой, сайн нөхөртэй болох ёстой. Нөхөр бол одоо ядуу байх тусмаа чамд сайн хань болно гэж сургаж ирсэн. Et donc, bien évidemment, on était tous membres du parti communiste. Devenir le membre du parti communiste, c'était vraiment la motivation des ouvriers, de la première classe ouvrier de la Mongolie. Тэгтээ одоо сайн эцгийн нөлөөгөөр би бол өлсөж одоо цангаж тэгээ өмсөх хувцгүй ч юм уу тэгээ зовж үл ер нь зовлон үзэг өссөн. Et donc cette forme de croyance qui a duré quand même relativement longtemps depuis l'existence du communisme en Mongolie a duré longtemps. Et donc moi j'ai vécu cette période-là pleinement. Alors ensuite j'ai connu la mort de mon père. Et alors depuis la mort de mon père, ma vie a changé. Et donc, bien évidemment, ce qu'on ne comprend pas par la sagesse, on finit par comprendre dans la souffrance. Ensuite, donc, j'ai dû me débrouiller avec mes parents, enfin avec ma mère. J'ai élevé aussi mes deux petits frères. Et petit à petit, la Mongolie a changé de régime avec l'effondrement du bloc communiste et tout. On a connu maintenant un autre type de régime politique, à savoir qu'on appelle la démocratie, une nouvelle idéologie économique et politique, la démocratie associée avec le libéralisme. Et donc finalement, d'un régime politique à un autre régime politique. Les deux régimes politiques, tous les deux, ils tiennent des grands discours extrêmement plaisants. Qui valorisent aussi les valeurs humaines les plus fondamentales. Ça paraît bien évidemment la vérité la plus absolue. Donc, mais finalement, on dit d'un régime politique à un autre, qu'est-ce qu'on a gagné? Alors qu'en fait, pourquoi le monde est si riche en termes de diversité? C'est parce qu'en fonction de sa situation géographique, en fonction de son climat, chaque peuple a développé une espèce de mode de vie qui est adapté au climat et à la condition géographique du lieu. Et nos ancêtres, ils ont eu le temps, depuis la nuit des temps, en essayant de s'adapter au milieu environnemental, de développer une espèce de croyance
d'essayer de s'adapter à la condition climatique et à la condition aussi géographique. Ils ont développé une forme de spiritualité différente, une forme de croyance différente et aussi un mode de vie différent qui ne se répète nulle part dans le monde entier. Би бол одоо өсөлтөл одоо нүдэндээ харагдаж одоо өөрийнхөө биеэр тулсан юмдаа итгэдэг тийм замтай учраас тэр онгод тэнгэрүүд хичнээн юм хэлсэн ч заавал шалгаж үзэж тэнтэй ингэж маш их тэрсэлтдэг байсан эхлээд. Et depuis que je suis devenue chamane, donc j'ai compris de plus en plus que, en fait, au lieu de parler de toute forme idéologique, politico-économique séduisant, finalement, en fait, la vérité qui nous semble la plus proche et puis qui nous paraît le plus juste, c'est l'enseignement de nos ancêtres. Qui s'expriment dans la plupart du temps dans la littérature orale, à savoir les proverbes et les mythes qu'on raconte à partir à nos enfants. Toutes ces ethnies-là qui portent des tenues vestimentaires diverses et variées, qui sont typiques et qui sont différentes d'une province à l'autre, et tous ces gens-là qui ont chanté ensemble, qui ont dansé ensemble, qui ont développé aussi leurs connaissances à travers la culture orale, pourquoi ils ont tenu à faire ça? Quel est le rôle de la tradition dans nos sociétés? Aujourd'hui, ce qui m'intéresse en Europe, c'est que comment les Européens ils perçoivent à propos de leur tradition ancestrale. Est-ce qu'ils ont oublié qu'ils viennent des hommes d'origine de paysans qui connaissaient bien la terre, qui avaient leur propre rite, qui avaient leur propre culture orale, qui avaient leur propre musique, les chants et les danses collectives? Aujourd'hui, la plupart d'entre vous posez la même question, par exemple, à savoir quelle est ma mission de vie, pourquoi je suis sur cette terre, etc. On est devenu, malheureusement, c'est une tragédie à être amené à poser ce genre de questions. Parce que si on n'était pas séparés de nos racines, qui sont nos vraies traditions, nos vraies valeurs ancestrales, on ne serait jamais arrivé à ce stade de tragédie. Moi, j'aimerais voir les vrais Français dans leur tradition, non pas dans une espèce d'économie du terroir qui essaye d'être variée, mais qui sont dans la plupart du temps commerciales. Moi, je rêve de rencontrer des vrais paysans français. J'aimerais aussi discuter de leurs attentes dans leur vie, de leurs souffrances, de leur aussi espoir. Qu'est-ce qu'ils espèrent à propos de leurs enfants, au fin fond de leur montagne jolie, qu'est-ce qu'ils chantent et qu'est-ce qu'ils veulent exprimer à travers leurs chants. Et vous, pareil, je pense, au lieu de rencontrer des gens d'Oulan-Bator qui vous paraissent pas si intéressants que ça, ou si vous partez en Mongolie, vous serez intéressé à rencontrer des nomades mongols et de discuter avec eux. Et donc, en fait, moi, tout ça, je n'aurais jamais compris si j'étais pas devenue chamane.
J'aurais toujours fonctionné dans mon ancien système éducatif que j'ai connu dans mon enfance. Et donc, plus le temps passe, plus la Mongolie se divise en deux parties, c'est-à-dire l'urbanisation intensive et puis le mode, les résistants qui vivent toujours dans le mode de vie des nomades mongols. Donc il y a les deux extrémités qui résistent. Mais en France aussi, j'ai eu le plaisir de constater que malgré le fait qu'ils ont été maltraités, les paysans, ils existent toujours. Excusez-moi, il fait trop chaud. Одоо малыг ингээд мал өөрөө явахдаа дуртай өвсөө иддэг. Тэр их өвсөн дундаас өөрийнхөө хэрэгцээтэй одоо хамгийн шимтэй тижилтэй дуртай өвсөө иддэг. Et tout ça m'a amené à comprendre la valeur de la tradition mongole. Et nous avons connu récemment, aussi bien en France qu'en Mongolie, vous avez eu des catastrophes naturelles. Et nous, personne n'est à l'abri de ça. Si un jour on est séparé de ce monde des finances, qui sait qui pourrait survivre en gardant les premiers gestes de l'être humain, de pouvoir se nourrir, de pouvoir filtrer l'eau, de pouvoir survivre, etc. Тэр өвсийг одоо идээд тэгэхээр шим тижилтэйг нь байгалийн зөнгөөр өөрөө идчихнэ. Дээрээс нь тэр мал их хэмжээний хөдөлгөөн хийж авдаг учраас одоо эрүүл булчин жирэмс сайтай байдаг гэж хэлсэн. Plus le chamanisme, plus j'avance dans le chamanisme, plus je comprends les valeurs de nos anciens. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire à travers leur rite, qu'est-ce qu'ils voulaient dire à travers leur chant, quel genre d'intelligence et d'enseignement ils voulaient laisser à travers les mythes et les légendes. Одоо тийм одоо эрүүл зөв хооллолтой малыг бид нэр одоо идэхлээр яг бидний одоо идшүүс бас эрүүл байна гэж хэлсэн. Et donc quand j'ai commencé à regarder différemment les contes que je lisais quand j'étais petite, les contes traditionnels mongols. Тэгээд бид нэр одоо тийм эрүүл хүнс малдаа өгөхийн тулд нүүж явдаг. Ça c'est un immense cadeau que la vie m'a offert. Нэг газар одоо мад удаан хугацаагаар бэлчээрж удаан хугацаагаар байх юм бол тэнд өвсөнд одоо юу тахал гардаг. Malheureusement, il y a deux grandes valeurs qui se perdent dans l'humanité aujourd'hui. C'est la perte de la culture orale, qui sont devenues de plus en plus écrites et qui se résument à quelques petits écrivains connus il y a quelques siècles. Alors qu'en fait, dans les mythes et les légendes, et à travers leurs chants et tout, la philosophie, les pensées, c'est très ancien. Et deuxième perte que nous avons connue en tant qu'être humain, c'est qu'on perd de plus en plus la valeur de notre culture orale et puis la valeur aussi de mode de vie traditionnel nomade. Бид одоо тэр махан дуртайтай маллаагүй. Бид одоо мөнхийн эргэлтийн мөнхийн амьдралын төлөө малчин болсон улсаа гэж хэлсэн. Le nomadisme a été pourchassé, il était toujours expliqué en tant que barbare, en tant que etc. C'est parce que en fait le nomadisme c'est le seul mode de vie qui permet de vivre à l'abri de toute forme de pouvoir. Өвсөөч давхар хариуцж байна. Энэ одоо зөвхөн мал маллаад байгаа юм биш. Тэд бид бол бас байгалыг давхар хариуцж байгаа. Тийм учраас нэг газараас нөгөө газар руу одоо бэлчээрэг далхалахгүй үүднээс нүүдэг. Нүүхтэй тэндээ одоо өвсний ургамал үрээ цацаад дараа одоо дахин ирэхээр ингэж үрээ цацаж нүүдэгэ гэж хэлсэн. Donc plus le temps passe, plus je dis le mode de vie nomade
nos ancêtres avec leur tradition orale, c'était deux modes de vie, enfin deux valeurs extrêmement essentielles à notre nation. Хүн ч бай, мал ч бай ер нь байгальтайгаа заавал юм харилцаа холбоотой амьдардаг. Тийм эргэлтийн журмаар зүг байж ич. Moi, je suis parent, je suis maman de 3 enfants. J'ai envie d'apprendre à mes enfants les premiers gestes de survie plutôt qu'à les pousser à obtenir des grands diplômes ou à faire des grandes études, etc. Ça, c'était la première des choses que j'ai compris grâce au chamanisme. Ça, c'est la richesse que j'ai pu avoir lors de mon époque de chamanisme. Comme j'ai trouvé une richesse, j'ai envie de le partager avec d'autres parents. Essayons d'étudier avec nos enfants les valeurs traditionnelles de vos paysans, de nos nomades. C'est pour ça que pour moi le chamanisme, il nous ouvre la porte de la prise de conscience et il nous invite à nous réconcilier avec nos traditions ancestrales. Тэгээд онгодууд намайг хэлдэг. Чи одоо хүн болж төрчөөд ямар мөр үлдээх юм бэ? Ямар үлийн үр тарих юм бэ? Тэгэхээр чи одоо хүн болж төрснөх мөрөө үлдээж амьдрах ёстой. Мөрөө хэр зэрэг гүн үлдээн тэр хэрээр одоо чиний үлийн үр одоо нэнгэрч үр хөвгтүүд чинь одоо мөнгөд сайхан амьдрна. Одоо чи иргэд насвараад ирсэн ч тэр одоо удам судартай удам өгсөндөө дахиад ирнэ. Ensuite, vous avez plein de notions de chamanisme et tout, mais on n'est pas obligé tous de devenir chaman et tout. Par contre, on serait très très riche, on ne fonctionnera pas dans des logiques de plaisir stérile si on apprend à nos enfants des gestes qui les permettra à être reconnus, qui aussi, c'est le travail qui forme aussi la personnalité des enfants, donc éduquons les enfants dans ce sens-là. Peut-être j'ai pris trop de temps. Le temps est élastique. Dans le chamanisme, l'essentiel de la tradition est orale, et que ce soit chez les Mongols, que ce soit chez les Amérindiens, que ce soit chez les Tibétains, la tradition se fait de maître à disciple ou se fait de grand-père à enfant, et il y a quelque chose qui se transmet comme ça de façon, des fois, à travers les siècles. Et c'est ce qui donne à l'enseignement quelque chose de très fluide et on sent vraiment cet enseignement qui circule à travers les générations. Il y a cette image chez les chamans qui compare l'enseignement à de l'eau. Et l'eau, elle peut prendre différentes formes. Elle peut prendre la forme de la rivière, elle peut prendre la forme du lac, elle peut prendre la forme de la glace, et elle peut prendre la forme de la vapeur. Et dans la tradition chamanique telle qu'on l'imagine aujourd'hui, c'est comme si les enseignements chamaniques avaient été un petit peu glacés, je parle en tout cas dans notre culture en France, puisque cette tradition, cette transmission de maître à disciple s'est interrompue. Chez les Mongols pendant quelques générations, le temps du communisme, mais chez nous, des fois depuis 2000 ans, et c'est ce qui fait que les enseignements de nos anciens, je parle des enseignements druidiques, des enseignements de sagesse, souvent ont été interrompus. Aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de thérapeutes, de psychothérapeutes, de personnes qui intègrent dans leur culture la méditation et de plus en plus le chamanisme.
Et la question que j'ai envie de poser à grand-mère Ayengat, c'est est-ce que le chamanisme a besoin de se réinventer? Est-ce que les chamans ont besoin d'adapter leurs pratiques à ce monde moderne? Et de quelle façon la plus adaptée à cette civilisation et à cette époque on doit pouvoir transmettre le chamanisme aujourd'hui? Тэгэхээр бөө хүмүүст заавал ийм асуулт гардаг. Одоо уламжлалаа сахисан үнийг барьж байгаа. Уламжлалаа сахисан тэгээд шинжлэлийн гэсэн хоёр талын ингээд ажиглагдаж байна. Ça c'est une question bien évidemment très intéressante parce que on va pas tout de suite on est incapable de toute façon de retourner et personne ne voudra retourner tout de suite à la campagne et commencer à vivre comme nos ancêtres. Ça c'est quelque chose qui est devenu impossible. Et bien évidemment, toute forme de spiritualité doit s'adapter aussi à notre environnement. Le chamanisme, ça, c'est le retour des anciens, la sagesse ancestrale qui revient sous forme d'oracle, qui vient nous enseigner la vraie valeur des choses qu'on a tendance à oublier. Le chamanisme mongol, en tout cas, il valorise beaucoup le mode de vie ancien et la valeur de l'héritage, le rôle de l'héritage culturel dans la tradition, le rôle de la tradition dans la société. Et comment on peut adapter ça à la société moderne? Lorsqu'on fait par exemple l'arbre généalogique, on fait toujours des recherches des personnes qui sont nos ancêtres, un tel s'est marié avec une telle, qui a fait des enfants, combien d'enfants, qui a fait aussi à leur tour des enfants, etc. Mais si on fait un autre arbre généalogique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier, quelles étaient les valeurs qui transmettaient d'une génération à une autre, on va peut-être reconstituer la vraie histoire de notre famille. Une famille qui constitue son histoire va aider aussi aux autres familles de constituer leurs propres histoires. Pour moi, l'histoire, c'est pas que les grands événements qui s'est passé au niveau de l'État, un tel roi a fait une telle guerre à telle période, etc. Là, pour moi, la vraie histoire, c'est la vraie histoire de chaque personne, de ses parents et de ceux d'avant, comment ils se sont battus, en quoi ils faisaient confiance et qu'est-ce qu'ils croyaient et quelle est la lutte pour la survie, pour pouvoir laisser leurs descendants, pour que nous puissions exister. Ils voulaient laisser leur savoir-faire, forcément ils voulaient laisser aussi leur connaissance. Ça, si on constitue ça, on va enrichir une partie de notre vie qui est devenue insensée. Хүнийг алаад зүрхээр нь одоо тахлаг хийдэг байсан. Энэ бол одоо байлгадах шаардлага байхгүй. Тэр үнийг бол тухайн цаг үедээ өргөлийг одоо хамгийн нандин зүйлээрээ гэж өргөдөг байсан бол хүн төрлөختөн хөгжих тусмаа одоо энэ зан үйл бол бас арай бурангуй юм байна гэдэг энийг одоо халах жишээтэй. Энгүүрээ бол ингэж өөрчлөгдөж явж байдаг. Bien évidemment, donc le chamanisme n'est pas qu'au service de l'homme
pour qu'il aille bien, pour qu'il s'enrichisse encore plus, pour qu'il puisse prendre de l'ampleur de plus en plus, etc. Le chamanisme nous invite à comprendre aussi notre valeur en tant qu'être humain. Тэгэхээр хоёр талтай эцэст арга билег одоо хосолдогтой адилхан. Одоо цагт хүн өөрийн одоо махан биеийг олж төрсөн бол аль нь зөв бэ, аль нь буруу вэ гэдэг өөрийнхөө зөв ухаанаар тунгааж бодож одоо мэдээллийг зөв болгож цаг үетэйгээ нийцэж явж явах хэрэгтэй байдаг. Bien évidemment, le chamanisme, ce n'est pas que quelque chose d'extraordinaire qui est réservé qu'à quelques individus. Le chamanisme peut concerner tout le monde dans le sens où nous sommes tous des enfants de nos anciens. Donc, essayons de regarder l'histoire différemment. Et essayons d'équilibrer aussi le yin et yang. Et c'est pour ça qu'en fait, en étant enrichi de l'intelligence de nos ancêtres, et puis en apprenant aussi à s'adapter à notre nouvel environnement, on ne peut devenir que des êtres puissants et intelligents. J'ai une dernière question à poser à grand-mère Ayengat avant de passer à la deuxième partie de cette soirée. Je crois que nous avons un rapport assez différent, ou en tout cas grand-mère Ayengat a un rapport assez particulier avec la nature et avec l'environnement. Le 21 décembre 2012, elle a réuni par exemple 1000 chamans en Mongolie pour chamaniser pendant 24 heures à moins 40 degrés, battre le tambour. Et quand nous étions en Mongolie avec elle, à chaque fois qu'elle donnait un enseignement important, la pluie tombait. Sans particulièrement faire de lien, mais compte tenu du fait que depuis qu'elle a parlé ce soir, la pluie tombe, compte tenu du fait que nous avons terminé notre séjour en Mongolie par une offrande, je lui ai demandé quelle pratique elle souhaitait faire. Elle souhaitait faire une pratique d'offrande aux esprits du lac. Nous étions dans un lac magnifique en Mongolie. La question que j'aimerais lui poser pour terminer cette partie de la conférence, c'est quel est l'enseignement de l'eau? Quel rapport les hommes peuvent entretenir aujourd'hui avec l'eau? Би бол миний онгод тэнгэрүүдийн надад хэлж сургасан зүйл нь J'ai reçu bien évidemment de nombreux enseignements de la part de mes guides à propos de l'eau. Хүн төрөлхтний хамгийн анхдагч хэрэгцээг ядахтаа чи хүмүүст ойлгуулж тэрний төлөө тэмцэж яваарай гэж хэлсэн. Bien évidemment, le premier élément qui nous a donné la vie, c'est l'eau. Bien évidemment, tout le monde sait que l'eau est importante et personne ne va pouvoir vivre sans eau. Alors moi j'ai envie de poser la question, est-ce que quelqu'un voudrait exprimer à propos de l'importance de l'eau? De l'importance de l'eau. On n'a pas beaucoup de temps, donc moi lorsque je fais de l'enseignement à mes élèves, je leur dis, écoutez, est-ce que vous pouvez fermer le nez et puis essayer de respirer? Combien de secondes vous pouvez résister?
хүн төрөлхтний хамгийн анхдагч хэрэгцээ заавал агаар амьсгалах. Donc, pareil, la première nécessité, c'est de l'eau. Aussi, la nécessité, c'est l'air. Тэгэхээр бид өөрсдөө амьсгалж, бидний үр хүүхдүүд минь амьсгалахын тулд энэ агаарыг зохицуулж явах, байгальд байх хэрэгтэй. Энэ агаарыг цэвэрлж явах одоо мод байх хэрэгтэй. Tout le monde sait que, en fait, tous les éléments, ils doivent être respectés à l'égalité. Бидний одоо амьсгал тийм их одоо байгалийн маш их хэмжээний үйл ажиллагаа явагдчихэж энэ агаар цэвэрхэн байдаг. Et donc, l'eau qui est devenue polluée ici, il peut polluer aussi l'eau en Afrique, par exemple. Donc, tout est lié. Одоо бүтэн 10 минут огт амьсгалахгүй байхад л энэ чинь дэлхийд дээр хэдэн хүн үлдэх вэ гэж бодож байна. Chaque fois que nous allons aux toilettes avec la chasse d'eau, on dépense 3 à 4 litres d'eau. Тэр хэдэн амьтан үлдэх үү гэж бодно бас. Et vous voyez le discours, après nous savons tous qu'il faut aussi prendre soin, économiser de l'eau et tout. Et donc comment on pourrait faire ça différemment? Tant que les toilettes existent de cette façon-là, c'est pas la peine de tenir un discours à propos de la protection de la nature, ni à l'économie de l'eau. Essayons d'être honnêtes, on n'aime pas l'eau. Ça veut dire que nous n'aimons pas l'eau. Donc, c'est de savoir comment on pourrait économiser de l'eau goutte que goutte pour laisser de l'eau propre à nos enfants et ceux d'après. Quand j'étais petite en Mongolie, on allait boire de l'eau dans la rivière sans problème. Et maintenant, on est arrivé à un point où on ne peut plus boire de l'eau de la rivière parce qu'ils sont plus ou moins pollués. On achète de l'eau dans des bouteilles comme ça, c'est une tragédie. On exploite de l'or qui sont ancrés aussi dans la terre en croyant que ça va nous apporter de la richesse, etc. Alors que l'or est fait pour retenir de l'eau dans le sol. Et alors, si on exploite un grand maximum pour son enrichissement personnel ou pour garantir aussi sa richesse économique et tout, ça veut dire qu'on vole aussi la nécessité de survie de base à nos enfants. Comment on peut s'en sortir de là? Ensuite, nous, les chamans, nous sommes des interprètes de la voix de la nature qui peuvent parler. Et donc, troisième nécessité, l'eau et l'air, c'est pouvoir marcher sur une terre qui est intacte. On peut, si on fait un saut, combien de mètres vous pouvez sauter? À la hauteur de combien de mètres? 1 mètre ou 2 mètres? 3 mètres? Comment on peut rester? Et donc, c'est nous, la troisième nécessité, c'est pouvoir marcher sur une terre intacte. C'est notre troisième nécessité. C'est les 3 nécessités pour qu'un être humain existe. Et ensuite, la deuxième nécessité, c'est de pouvoir se nourrir, pouvoir aussi
se chauffer avec du feu et tout. Тэгэхээр бид нэр анхан шатныхаа энэ хэрэгцээгээ ядахтаа хайрлж хамгаалж хүн болгон хайрлж чадах юм бол маш одоо удаан хугацаанд амьдрах боломжтой, удам хугацаагаар одоо ихтэл хийдэг амьдрах боломжтой. C'est pour ça qu'en fait, apprenons aussi à prendre soin de ces éléments-là. Энийг л одоо хүн болгон ойлгох дэлхийн нийтээр анхаараасаа л гэж хүсэж байна. Surtout, disons-le à nos enfants. Je suis très heureux de cet échange avec grand-mère Ayane Gath. Je me sens très touché par ces enseignements et je vous remercie d'applaudir la présence de grand-mère Ayane Gath. Alors, je suis vraiment très très heureux de cette rencontre et j'ai le plaisir de vous présenter Olivier de Pembroke. Olivier de Pembroke est chef d'entreprise, il est dirigeant. Il est président du Centre des jeunes dirigeants, le CJD, qui est un mouvement patronal qui existe depuis combien d'années ? 80 ans bientôt. Depuis 80 ans, et qui est un mouvement patronal qui a peut-être l'originalité d'intégrer plus de conscience, d'intégrer plus de cœur, plus d'humanité dans les rapports humains. Mais la première question que j'aimerais poser à Olivier, merci d'être là, la première question que j'aimerais poser à Olivier, c'est tu représentes, tu présides un mouvement de patrons, un mouvement de chefs d'entreprise qui sont à même de faire des investissements, de donner des lignes à l'économie. Vous avez un rôle important dans l'économie de la France. La question, c'est en écoutant ces enseignements de sagesse de grand-mère Ayane Gath, comment ça vient te toucher et quel lien tu peux faire avec ta vie quotidienne de chef d'entreprise, de patron, de manager, quelle essence tu peux recevoir et retransmettre avec tes mots à toi dans ton quotidien de chef d'entreprise. Merci Arnaud, bonsoir à tous. Question vaste et compliquée, puis en plus passer derrière après de tels propos, c'est jamais facile. J'ai le sentiment, surtout quand on le ramène en entreprise, alors même si aujourd'hui ma vie en entreprise se limite à une journée par semaine, mon mandat bénévole de président national du CJD m'occupe 3 à 4 jours par semaine. Même au sein de cette organisation que je préside, je pense qu'elle nous a surtout parlé de se préoccuper tout d'abord de l'essentiel. Que parfois, dans nos vies, on passe beaucoup de temps à consacrer beaucoup d'énergie, même parfois de l'argent, à des choses qui sont très superficielles, qui au final ne forgent pas de souvenirs, ne forgent pas de lien social, ne nous enrichissent pas au terme, je dirais, spirituel ou émotionnel. Et en entreprise, c'est pareil. On peut parfois consacrer beaucoup d'énergie à des choses qui ne font pas vraiment grandir l'entreprise. Alors, ça la fait peut-être grandir économiquement, mais on sait que l'argent est quelque chose d'assez fluctuant. Ça peut venir, ça peut partir. Et puis, je lisais dans ton livre, que j'ai pris le temps de lire, que tu m'as envoyé il y a quelques jours. Je trouvais bien, tu avais une phrase, alors j'espère que je vais me souvenir de tête, mais on ne peut être riche que de ce qui se partage ou s'offre et pas de ce que nous capitalisons. Et donc à partir de là, si on ramène ça dans l'entreprise, la vraie richesse d'une entreprise ne se compte pas au résultat net, en bas de bilan. Je dis souvent, alors j'aime bien un peu me montrer impertinent dans l'impertinence ou l'inverse. Quand un journaliste me dit comment va votre entreprise, je dis extraordinairement bien en ce moment. Il me dit ah bon, les chiffres sont bons. Je dis ouais, fabuleux, une croissance de 25% de jour en jour. Il me dit ah bon, ouais, je dis hier on a dépassé les 125 sourires. Et non, il me dit je suis sérieux. Je dis mais moi je rigole jamais avec le sourire. C'est bien le plus précieux qu'on peut offrir à quelqu'un.
Je dis, je sais pas, vous avez quoi de plus sérieux que le sourire et le bonheur? Non, mais moi, je vous parlais d'argent. Ah, je dis, ouais, bah là, j'en sais rien. Là, il faut appeler ma comptable, mon expert comptable, c'est eux qui gèrent. Et donc, du coup, je trouve que l'enseignement qui nous est partagé, c'est surtout voilà, le rapport à l'eau, alors aux choses essentielles de la vie. Et en entreprise, on peut faire ça aussi. C'est quoi l'essentiel? Pourquoi, à la base, j'ai décidé de créer une entreprise? C'était pour être riche? Non, jamais. Tous ceux qui ont créé des entreprises pour être riches, la plupart du temps, ont fait faillite. Ceux qui ont créé des entreprises qui ont réussi, et les plus belles success stories de notre monde, elles les ont créées avec le cœur. Ils avaient un rêve fou, ils n'ont souvent pas été pris au sérieux au début. On peut retrouver sur YouTube plein de belles histoires contées dans ce sens. Et donc, du coup, de ne pas oublier cette racine qui était à la base de la création d'entreprise et pourquoi on avait fait le doux rêve d'un jour emmener un groupe d'humains vers quelque chose un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle identité. Quand on mesure aujourd'hui en économie le poids d'un pays, hein, il y a des échelles dans les pays, on se dit voici le pays, tel pays qui est en tête, etc. On utilise le PIB, hein, produit intérieur brut, qui va permettre de mesurer la richesse d'un pays. Et il y a, à travers ce regard, un paradoxe, c'est que par exemple, plus un pays est malade, plus les gens vont utiliser de l'argent à se soigner, plus l'argent va circuler, plus le pays va être riche. C'est la même chose dans une entreprise, par exemple. Une entreprise qui va vendre du tabac, par exemple, va gagner de l'argent dans une ligne de la balance, et en même temps, elle va contribuer à la richesse du PIB en rendant les gens malades. Le bénéfice, je fais le lien toujours entre le bénéfice d'une entreprise, puisque c'est ce qu'on regarde, et son opposé qui est le maléfice. Hein, si on regarde dans l'étymologie, le bénéfice est pour une entreprise, pour un chef d'entreprise, on peut par exemple à un moment donné investir pour créer des produits chimiques, on va le vendre, on va gagner en bénéfice, mais par contre on va intoxiquer la planète ou les gens, etc. et ça va produire du maléfice. Toi en tant que chef d'entreprise, quand tu regardes cet équilibre, sur quels critères tu fais ta balance? Je te dis aussi bien à titre personnel au sein de ton entreprise, mais au sein de... quand tu regardes ta fin d'année, à quel moment tu peux te dire « j'ai réussi mon année, je suis content de mon résultat » Alors déjà, je ne le fais pas une fois par an, que ce soit en tant que président du CJD ou en tant que chef d'entreprise, je le fais le plus régulièrement possible. Et il y a quelque chose qui me plaît bien, c'est de mettre en place des rituels. Et on a par exemple un rituel au CJD qu'on utilise très souvent et que j'utilise aussi dans mon entreprise, c'est de faire une météo. Mais une vraie météo. Comment je me sens là, maintenant, quand on commence une réunion, quand on commence la journée. L'exemple type, c'est le « comment ça va » du matin. Quand on dit un bonjour à quelqu'un et qu'on lui demande comment ça va, en fait, on n'entend pas la réponse. Et si d'un seul coup, on prend le temps d'accueillir la réponse, ça devient un vrai baromètre. Et puis, je vais prendre l'exemple de mon responsable commercial qui était profondément affecté par des résultats pas satisfaisants, mais plus que ça, par un manque de plaisir à l'exécution de son travail, là, il y a un an. Et donc, du coup, on a pris l'engagement collectif de dire, on s'en fout des résultats, ce qu'on veut, c'est que pendant cette année, bah, je vais le dire comme je le dis moi, tu kiffes ta race. Voilà. Et donc, du coup, on a dit collectivement, on va t'aider à ça. Alors déjà, on a dit, on va se partager le job. J'ai mon responsable d'exploitation qui est plutôt, il aime bien être un peu stylé. Il dit, je vais m'occuper de te relooker parce que franchement, comment tu t'habilles, je comprends que tu kiffes pas vraiment. Et puis moi, j'ai pris le lead sur, tu vas faire des choses, on s'en fout si ça ramène des clients, mais tu vas au moins le faire avec le sourire. Donc on est sorti du système dans lequel il travaillait, voilà, on l'a tous aidé à notre manière. Et au final, on a fait là un séminaire un an après. Donc je re-rentre dans tes critères au bout d'un an, comment je sais. Il est arrivé au séminaire, là où il était tout engoncé il y a un an précédent au séminaire, là, il était en tongs, en short, à la cool, comme ça. Et on lui dit, ça va, top. Et le bilan, bon, les résultats ne sont pas terribles, mais ça va bien. Et du coup, je dirais que je le mesure à
à pas ce que les gens disent, mais ce que leur corps exprime. Je pense que notre corps exprime bien plus de choses que nos mots. Derrière nos mots, il y a beaucoup d'implicite. D'ailleurs, l'implicite est la plus grande source de quiproquos dans notre monde. Donc, de jamais oublier de rendre les choses explicites. Elles sont souvent juste implicites pour nous, pas pour les autres. C'est un vrai frein à la relation à l'autre. Et donc, du coup, quand on commence à essayer de regarder au-delà des mots qui sont prononcés, eh bien, on peut accueillir de jolis résultats en fin d'année, malgré un bilan pas terrible. Et puis l'inverse est aussi vrai, et un grand nombre d'organisations pourraient témoigner. On peut accueillir des résultats faramineux, nourrir un collège d'actionnaires de manière importante, et le chef d'entreprise est ravi. Il a fait sa meilleure année, et au final, les résultats ne sont pas bons, les gens sont fatigués, on le sent, on rentre dans le bureau, il n'y a pas une jolie énergie. Et donc voilà, je pense qu'il faut, prendre le temps de respirer. Je l'écrivais dans la préface, mais moi, le plus bel outil que j'ai gagné dans ma vie, c'est apprendre à respirer. J'avais appris à respirer pour faire du judo, du sport, du tennis, enfin, du foot, plein de trucs, et jamais pour vivre, en fait. Et quand on prend le temps de respirer pour vivre, respirer quand on rentre dans son entreprise, respirer quand on commence une réunion, respirer quand on rencontre un client, respirer quand on regarde son banquier, je vous promets, ça fait du bien. Quand le banquier arrive, il est pressé que la réunion se termine parce qu'il sait déjà ce qu'il va nous dire avant même de nous rencontrer, et qu'on lui dit on va prendre 3 minutes pour respirer. Je vous promets que ça change toute la nature de la réunion parce que ça le déstabilise un peu, d'un seul coup c'est plus dans la trame. Enfin voilà, et du coup on a la possibilité, on s'offre le cadeau de voir ce qu'il y a derrière le décor, tout le back-office de l'humain, et de voir si ça a été une bonne année. Alors, il y a une vingtaine d'années de ça, alors que j'animais un stage dans une entreprise, j'ai été convoqué par le service formation. Je dis convoqué parce que c'était une invitation assez officielle. Et là, il y avait toute l'équipe qui m'accueille en me disant on vous reçoit parce qu'il paraît que vous avez fait de la méditation avec les salariés. Vous confirmez ? Je dis oui, on a médité. Et il y avait une grande peur de ça. Et la même année, alors que je faisais un stage sur les émotions, j'ai été aussi convoqué par les services formation qui me dit « Il paraît qu'il y a une femme qui a pleuré pendant le stage. Vous confirmez ?» Je dis oui, on pleure, on rit, c'est vivant, quoi. On explore nos émotions, on apprend à mieux se connaître pour se sentir plus humain. Et la question que m'a posée ce responsable de formation, c'est « Qui l'a vu ?» Qui l'a vu pleurer dans le groupe? Et je dis alors à cet homme-là, mais c'est la première question qui vous interpelle, de savoir qui l'a vu. Ça vous intéresse de savoir pourquoi elle a pleuré et qu'est-ce qui a provoqué ça chez elle. Et je dis ça c'est pas au siècle dernier, ça fait 20 ans. Alors la question que je voudrais poser à Olivier, qui organise par le mouvement un certain nombre de formations managériales, mais qui sont aussi des formations de développement personnel. On commence à méditer dans les entreprises. Est-ce que les patrons méditent? Est-ce que les managers commencent à intégrer cette dimension réellement humaine, de relations beaucoup plus chaleureuses, loin de la fonction pour rétablir? Et est-ce quelle évolution tu pourrais voir dans les entreprises que tu accompagnes par le mouvement sur les 10, 15 ou 20 dernières années? Alors, je n'ai pas beaucoup de recul. Je suis encore jeune, donc je ne sais pas il y a 20 ans comment fonctionnait l'entreprise. Éventuellement, je pourrais la regarder au travers de mon père, et ça me fait peur, qui était lui-même chef d'entreprise. Mais avec le peu de recul que j'ai l'impression qu'il y a quand même un grand courant de pensée aujourd'hui, enfin, grand courant, une posture un peu différente, qui est de prendre du plaisir à exercer son job, même quand on est patron. Et de l'assumer, de le dire. Et donc, du coup, ça change aussi le parcours de formation qu'on fait. C'est-à-dire, d'un seul coup, la formation n'est plus en lien avec la productivité, mais à aussi prendre du plaisir et le partager. Et puis, donc, on a un grand, à mon sens, mais au CJD, on regarde aussi les choses par le bout de la lorgnette. Dernièrement, il y a une intervenante qui disait, je trouvais très chouette, vous savez d'où est-ce qu'on ne voit pas la tour Montparnasse à Paris ? Exactement. Et donc, du coup, quand on regarde la vie, souvent, on oublie de regarder sa propre vie. Et donc, c'est vrai que je regarde la vie du CJD. Et
voilà, je dis, ouais, tout le monde fait du développement personnel. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tout le monde ne fait pas du capital humain le premier capital d'une entreprise. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est un courant de pensée qui va croissant. Et je vais prendre un indicateur, le CJD, fin des années 90, il y a 1800 membres en France. La région Île-de-France et la région Centre sont trop petits pour être indépendants, puisqu'ils sont 60 et 60 se regroupent. Aujourd'hui, en 2017, le CJD, selon la police, est 4007, selon les organisateurs, beaucoup plus. Et on a 118 associations locales en France. Quand le MEDEF, parce que le MEDEF est pignon sur rue, on parle beaucoup d'eux, donc ça donne un indicateur, n'a que 102 délégations territoriales. Donc ça fait quand même de nous l'organisation patronale la plus territoriale qui existe. Donc les valeurs humanistes que l'on prône depuis 1938, j'ai dernièrement lu un écrit de Jean Mersch, qui est le créateur du CJD, qu'il a écrit en 1938, le premier cahier des jeunes patrons, inspirant. J'ai eu l'impression que cette personne avait 20 ans d'avance aujourd'hui en 2017. Il mettait déjà le fait de travailler sur soi, que pour devenir un manager humaniste, la solution était en nous. Bon, je dis en 1938, et pour le coup, je comprends qu'il n'ait pas forcément été bien accueilli partout. Et donc, du coup, il y a un fort courant de pensée. L'exemple type, moi, c'est quelque chose qui a changé ma vie, le développement personnel. Apprendre à accueillir mes talents comme des talents et apprendre à mieux comprendre mes freins pour mieux avancer dans la vie en conscience. Et donc, du coup, j'avais fait de mon mandat, quand on est président national du CJD, on a boulot quotidien assuré, il faut faire vivre une grosse machine, mais aussi on a la possibilité d'exprimer des rêves. Puis des fois, il y a des fées clochettes qui les réalisent. Et en l'occurrence, j'avais envie de créer un forum national du développement personnel, de réunir 150, 200 personnes, tous chefs d'entreprise, pendant 3 jours dans un lieu isolé et que à faire du développement personnel. Il y a quelqu'un qui a réalisé ce vœu et Arnaud y participera puisque la semaine prochaine, nous serons 180 chefs d'entreprise au pied du Vercors à faire du développement personnel, à toucher du bout du doigt l'intuition, voilà, enfin plein de sujets très profonds. Et donc j'ai l'impression que c'est en train de changer et que ce qu'on dit nous depuis des années, c'est-à-dire que l'entreprise du XXe siècle était économique, celle du XXIe sera spirituelle, eh bien on va peut-être le voir le jour. Waouh. Alors, dans ce souhait d'échange, j'avais envie de vous donner la parole à vous aussi. Si vous aviez des questions à poser sur ce lien possible entre pour moi, la plus grande souffrance de l'entreprise, c'est de vivre séparé, de vivre dans un monde à part. Il y a un langage un peu à part, il y a un vocabulaire à part, il y a une façon de s'habiller à part, dans certaines entreprises, là encore. Et pour moi, il n'y a pas le monde de l'entreprise, le monde de la spiritualité, le monde du chamanisme, il y a juste la terre sur laquelle nous sommes tous. Et je crois que nous avons tous beaucoup à apprendre les uns des autres. Et je souhaitais voilà, qu'on partage les dernières minutes ensemble. Si vous avez des questions à poser, que ce soit à Olivier ou à grand-mère, à Yangat ou à moi, c'est le moment. Toujours la première, la plus dure. Ouais. Alors. À vous écouter, on a l'impression, pas du tout, vous écouter, on a l'impression que la spiritualité, effectivement, se développe et beaucoup de personnes sont de plus en plus sensibles à ça, des personnes pensent de lui. Mais alors, comment dans les entreprises vous arrivez à concilier ça avec l'air du temps où on nous parle de laïcité, on a l'impression que tout est étouffé et surtout de ne plus laisser le fait de survivre à résister à ce courant-là qui ne porte pas la spiritualité tout simplement. Et comme ça a déjà été abordé, notre monde est un peu pas en révolution, mais en mutation, en transformation, en évolution.
J'aime bien, je disais, en révolution, composé de rêve et d'évolution. Et aujourd'hui, il y a des mondes qui s'affrontent un peu ou qui se frictionnent. Et effectivement, on a la norme qui vient nous dire... enfin voilà, dernièrement, là, j'ai accueilli une demande journalistique de savoir si... qu'est-ce que pensent les chefs d'entreprise sur le fait d'interdire de vapoter dans les bureaux, je ne sais pas quoi. Ouais, enfin, on s'en fout un peu. Il y a des choses un peu plus précieuses, il y a des vraies souffrances au-delà de tout ça. Mais après, on a quand même, et je les rencontre dans le cadre de mon mandat, des institutionnels, des gens dans l'administration qui, c'est leur métier de créer ces règles-là. Et donc, du coup, on ne peut pas arrêter le train qui est en marche. Néanmoins, on a la possibilité de lui offrir une forme de courant inverse. Et même si on est en mode colibri, on est quelques chefs d'entreprise à méditer, donc du coup, méditer ne devient plus un tabou et on en parle dans nos entreprises. On ne peut pas dire à nos collaborateurs, vous avez médité, mais on peut leur en parler. Quand je commence un séminaire, si jamais ça a été au cœur d'une journée de travail ou un atelier, je fais un exercice de centration, donc de se concentrer sur sa respiration, sur les points d'appui, et je guide mes collaborateurs pour qu'on ne soit pas pollué pendant le travail. On peut le mettre à dose homéopathique, mais c'est de la responsabilité à chacun. Il y en a qui ne peuvent pas le faire, c'est OK. Puis il faudra le temps que ça prend, et puis c'est pas grave. C'est parce qu'on est pressé qu'il est urgent de prendre son temps. Donc prenons notre temps. Et puis on ne peut pas, je dirais, avoir comme... de dire on médite, on prend soin de soi, on écoute la nature et on veut tout changer vite. Ça me paraît paradoxal. Donc le monde, on en est aussi l'héritier. J'ai un côté très de résilience. Si on est capable aujourd'hui peut-être de vivre la spiritualité comme on la vit, c'est peut-être parce qu'ils ont fait les cons avant. Hein. Donc du coup, merci à ceux qui sont passés avant, et puis avançons, on a notre chemin, nous, à vivre, vivons-le ainsi, c'est pas facile, mais a priori, la laïcité parfois a pris un chemin détourné, ce qui était la tolérance de toutes les religions, a été tolérer l'absence de religion, j'ai eu du mal, et la spiritualité a souvent été marquée un peu sur un côté religieux qui n'a pas lieu d'être. La méditation était un gros mot il y a quelques années. Aujourd'hui, ça fait la titre des journaux. Il y a de plus en plus de presse spécialisée. Donc c'est chouette. Il faut accueillir ça à bras ouverts. Et les gens qui ne sont pas convaincus, il faut leur laisser le temps d'accueillir. Merci. Oui. C'est une question pour Olivier. Le livre d'Arnaud s'appelle Les Nouveaux Sages. Est-ce que justement, le sens d'un chef d'entreprise, ça n'est pas d'inspirer et effectivement, d'une certaine façon, d'être un sage. Et de cette façon, on peut du coup emmener avec soi les collaborateurs. Merci. Pour le coup, il y a des gens qui parlent très bien de ça, des sociologues, mais je pense que la posture de leader, là, en quelques années, vient de grandement évoluer. Avant, le leader, c'était celui qui pouvait arriver, alors je vais caricaturer à l'extrême, hein, mais le chef d'entreprise qui faisait du golf, qui avait une grosse voiture, qui pouvait rentrer d'un déjeuner avec un peu trop d'alcool dans le sang, qui fumait dans le bureau alors que c'était interdit. Enfin voilà, aujourd'hui, le leader, c'est un humain qui expose sa fragilité. C'est en train d'évoluer. Les générations qui arrivent, ils sont encore plus sensibles. Enfin, et on le voit dans le rôle parental. Si on adopte les mêmes codes que nos parents ou nos grands-parents, nos enfants, enfin, on ne fait pas une semaine avec eux. Et on est obligé d'exposer notre humanité avec toute sa diversité, sa richesse. Le paraître est de moins en moins présent en tant que parent, en tant que leader, et même dans les relations amicales, et l'être devient omniprésent. Ça évolue, je trouve. Dernière question. Ma question, c'était la même que madame. C'était sur le côté d'être exemplaire et justement donner l'exemple aux autres, et à travers cette exemplarité, on irradiait ce qu'on portait, en fait. Ça ne sert à rien d'essayer de convaincre. Et si plutôt que de vouloir être exemplaire, on cherchait à être inspirant, et pour ça, soi-même, de s'inspirer de ce qui nous nourrit plus.
On parle, Gandhi dit, sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Et si nous, quand j'ai écrit Les Nouveaux Sages, bien sûr, je suis allé visiter des managers, des chefs d'entreprise qui, à leur façon, changent déjà le monde. Mais si j'ai écrit le monde, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je suis persuadé que nous avons tous, en chacun de nous, un sage qui ne demande qu'à se réveiller. Que ce soit bien clair. Mon livre précédent s'appelait « Réveiller le chaman qui est en vous ». Je n'ai pas voulu appeler celui-là « Réveiller le sage qui est en vous » parce que ça faisait redite. Mais les nouveaux sages, c'est ceux qui déjà aujourd'hui, ici et là, sont en train de se manifester. Alors, il paraît que c'est bien, il faut oser demander, et le chamanisme se transmet par l'enseignement. Et j'ai une demande à faire à grand-mère. Je voudrais savoir, c'est pas prévu, si elle serait d'accord pour terminer cette soirée, de nous offrir un chant. Et si elle me dit, j'ai pas de tambour, j'en ai un à lui proposer. Tu veux? Oui. Donc, elle tient à remercier toi, Arnaud, d'avoir organisé cette soirée inattendue et enrichissante, et de faire une rencontre entre la personnalité de monsieur. C'est un événement inattendu et très enrichissant. Merci. Энд бол ясванцсан юм бол хамаахгүй, эрэгтэй эмэгтэй хамаахгүй, махан биетэй, сүмсэн биетэй хийж явдаг ийм юутай ганцхан одоо дэлхий гэдэг гэр дээр амьдарч байгаа хүн. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le fait que toi, si tu as dit par exemple dans ton monde que arrêtons de classer le monde comme le monde du chamanisme, comme le monde des chefs d'entreprise, etc. C'est pas du tout des ennemis, au contraire, il suffit de comprendre nos liens à travers notre personnalité, en commençant par le fait que nous sommes tous des êtres humains. D'abord, des hommes et des femmes qui attendent tous du bonheur dans la vie. On peut être très différents des uns des autres. Mais par contre, nous avons quelque chose en commun, c'est notre planète que nous devons protéger ensemble. Chacun dans son discours, chacun dans son fonctionnement. Et nourrissons-nous les uns des autres avec de l'amour naturel que nous portons en nous. Et nourrissons notre vie avec le sens de la responsabilité. Apprenons de la part de nos ancêtres, enrichissant les enseignements et les transmettons aussi à nos descendants. Même les meilleurs chefs d'entreprise peuvent économiser de l'eau. Donc, ceci étant, c'était une conversation très intéressante. Donc, je vous souhaite beaucoup de bonheur et de réussite dans votre travail. Et il en est de même pour vous aussi, qui sont venus écouter notre discours. Et nous n'avons pas autre choix autre que protéger et essayer de contribuer à la protection de la nature.
тэр алтыг эргэж төрүүлдэг их алт гэж байдаг. Donc nous sommes déjà plus trop dans l'ère de consommation excessive. Тэгэхээр эртний одоо өвгдөөдүүдийн мэдлэгт аливаа одоо эд баялагийг авч хэрэгсэн ч тэрүүнийг одоо зөх хэмжээнд нь тоонд нь байлгах. Тэгээд тэрний одоо их одоо төрүүлдэг тэр зүйлүүд хүндэхгүй байх юм ухаан байсныг бүгдээрээ санаж тэрүүнд суралцах хэрэгтэй. Donc sur cet espoir, j'ai envie de vous offrir un petit chant. Il faut que je fasse connaissance d'abord avec ton tambour. Je me présente à ton tambour aussi. Parce que tous les outils chamaniques sont vivants. Ils ont leurs propres énergies. Donc je demande la permission à ton tambour. Merci beaucoup, mon tambour, de m'avoir accompagné. J'ai envoyé de l'amour aussi à notre terre-mère en lui disant que, en fait, j'espère que ce genre de discours, ces rencontres, soient qu'un début d'une longue série de compréhension mutuelle entre les différentes cultures. Merci beaucoup à Arnaud, bien évidemment, d'avoir organisé cette soirée très sympathique. Avant de terminer cette soirée, et puis on va, pour ceux qui le souhaitent, on va rester un petit temps pour parler et dédicacer les livres, ceux qui le souhaitent. Ça m'arrive souvent en conférence que les gens me disent « mais en fait tu es utopiste ». Et c'est pourquoi j'ai choisi de commencer ce livre par une petite intention sur les utopies réalistes. Certains propos de ce livre pourraient être considérés comme utopistes. Et utopie vient du grec topos, qui signifie lieu, précédé de u, qui marque la négation. Ainsi, une utopie désigne un lieu qui n'existe pas. Pour autant, ce qui n'existe pas n'est ni inaccessible, ni illusoire. L'utopie existe pour élargir l'espace des possibles et dans un premier temps pour l'explorer.
L'utopie est une attitude positive qui encourage les hommes à agir plutôt qu'à se plaindre et à attendre un monde meilleur dans un au-delà providentiel, à le créer, à l'imaginer, à l'appeler de leur vœu. L'utopie est un fil d'Ariane qui relie entre eux les valeurs et les actes. Elle est source d'émerveillement. Elle inspire le cœur des hommes libres à créer, à innover, à croire. Est-ce alors une utopie d'imaginer une société où l'homme vivrait en harmonie avec son environnement, non pas obsédé par la croissance, mais attentif à l'équilibre écologique et humain? Une société consciente et responsable où la solidarité et la coopération remplaceraient la compétition permanente. Est-ce utopique d'envisager une société où les hommes et les femmes écouteraient ce que leur dicte leur cœur pour améliorer le monde et le faire évoluer en s'inspirant du bon sens et de la sagesse? Une société où les individus retrouveraient un idéal spirituel et se donneraient les moyens de l'incarner, et pas seulement dans les centres de méditation, mais également dans la société civile et dans le monde de l'entreprise. Est-ce une utopie de croire que la sagesse a sa place dans l'économie? Si oui, alors c'est une utopie qui anime déjà le cœur des nouveaux sages, ces hommes et ces femmes qui, ici et là, avec courage et détermination, relèvent l'ultime défi, celui de sortir de notre torpeur pour redonner à notre société la grandeur de son humanité.